On est parti. Salut à tous et bienvenue dans le 14e épisode du podcast No Limit Nati Podcast. Encore une fois, un plaisir bien sûr de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On est sur le dernier jour de janvier. J'espère que le mois de janvier aura démarré au mieux. Si c'est pas le cas, bougez-vous pour qu'il puisse démarrer au mieux, j'ai envie de dire. Ok, voilà, bref, que ce soit une bonne année comme d'hab. On peut dire bonne année jusqu'à fin janvier. Je pars de ce principe-là. Après, dépasser, on peut plus trop en parler. Dernier jour pour le J'espère faire. que tout le monde va bien. 14e épisode, sujet très intéressant encore une fois cette semaine. Comment tu vas, Flo? Moi, ça va super. Écoute, tout roule encore en phase de masse. Donc, moi, l'énergie, elle est bonne. Toi, c'est peut-être un peu moins le cas actuellement, mais pour moi, tout va bien. Ça mange, ça pousse 5 plaques sur le Hack Squad Techno Gym. Ouais. Ah, il est spécial, celui-là. Encore un peu du mal 17, à me. 17 plaques à la presse Hammer. Ah, d'égaler Dante. J'ai vu, il a 8 plaques sur sa presse Hammer. Faut que j'arrive à 8 plaques Qui, aussi. qui c'est qui a 8 plaques? Dante, Ah Edouard. oui, oui. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, cette presse-là, elle est pas mal. Après, elle est adaptée, je trouve, à plus. Ça dépend le profil que tu as, parce qu'elle n'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, je Si tu as prends les beaucoup jambes dans les trop longues, adducteurs, quand ça même. peut être compliqué. Même toi, si tu as les jambes trop courtes, ça peut être aussi compliqué d'avoir cette flexion de genou. Elle est Hmm. pas mal, mais c'est pas. Pas la meilleure, Elle c'est fait certain. partie des meilleures presses linéaires, je trouve, parce qu'elle est assez fluide en général. Le Hmm. placement est bien, c'est facile de décrocher sur les côtés, les sécurités, tu peux bien t'accrocher. Le seul truc qui peut être un peu oui et non, ça dépend contraignant, c'est le boudin qui est très dur, souvent chez Hammer. Ouais. Et quand tu commences à avancer en phase de prep et d'être plus lean, elle peut commencer à devenir un peu plus chiante. Mais ça sera toujours mieux qu'une technogym qui est trop molle. C'est trop mou, quoi. Donc, tu vas t'enfoncer quand tu es assez gros et tu vas t'enfoncer aussi quand tu es assez maigre, au final, en phase de sèche. Donc, tu vas perdre énormément de stabilité. Donc, c'est assez merdique. Au-delà du fait que le plateau chez Technogym est absolument idiot et ultra glissant, comparé à Hammer où tu as un espèce de petit grip qui est pas ouf, mais qui est toujours mieux que celui de chez Technogym. Mais je vois totalement. Good. Ouais, moi, Ça je l'aime progresse, c'est beaucoup. l'essentiel. Surtout que la techno-gym, j'avais une problématique qui était un peu propre à moi, c'est que je suis obligé de mettre des tapis pour avoir le maximum de flexion de genou, ce qui fait que C'est les ça. tapis dépassent un peu du boudin. Et quand je viens m'attraper au poignet, j'ai les tapis qui m'appuyaient tellement fort sur les avant-bras, et vu que je tire comme un malade mental, et ben j'avais des tendinites à cause des tapis, ce qui fait que ben en soi je peux plus vraiment faire la techno-gym, ou alors il me faut des tapis qui soient vraiment très étroits, etc. Donc j'étais content de passer sur celle-ci. Moi, celle où je suis actuellement, elle est pas vraiment très huilée, donc elle est un peu compliquée à pousser. Mais en vrai, c'est toujours mieux qu'une technologie, et c'est simplement Ça, une phase de ça transition s'achète, là-dedans. ça. Hmm. Moi, c'est ce que je faisais sur les machines que je trouvais pas huilées. J'allais, tu J'en ai sais, les une salles là-bas. d'entraînement, elles ont le pchit, pchit, tu sais, de désinfectant là. Et je le Waouh, mettais en fait, et je le mettais vraiment je suis sur le pas sûr du rail. truc. Je faisais quelques à vide, tu vois, pour le faire un peu aller. J'ai l'impression que ça allait un peu mieux, mais pas tout le temps. Et le gros problème souvent, c'est parce que les gens, ah, tu vois, si tu l'as, c'est encore Ouais, ouais, mieux. mais Le ouais, j'ai problème acheté un souvent, c'est que spray les sur gens, Amazon carrément ah, en plus, c'est pour huiler allemand, mes c'est de la machines. qualité allemande. La plupart du temps, c'est que les gens ils mettent plus lourd d'un côté que l'autre. Alors on leur a dit effectivement c'est un plateau, c'est pas grave, etc. Mais je suis pas d'accord avec ça. Si tu mets 20 d'un côté et que tu vas mettre que 15 de l'autre, bah, indirectement ça finira par dérégler la machine et encore plus si tu Hmm. commences à mettre plus lourd. Et souvent c'est pas forcément les charges ultra lourdes qui dérèglent les machines, c'est plutôt les trucs un petit peu trop souvent plus d'un côté que l'autre, ça tend à dérégler légèrement, même si ça équilibre sur le rail, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est comme une Smith, c'est comme tout ça. S'il y Ouais, a clairement. un C'est équilibre qui fait se fait, pour, c'est hein. vraiment pour que tu sois bien droit, quoi. Et clairement, c'est conçu pour. Euh, ouais, Top, hein. principalement pour ça, tant mieux que ça se passe au mieux. Prep de mon côté, pareil, au moment où on fait le podcast, on est le 31 janvier et j'ai un nouveau poids plus bas de la prep ce matin à 60, j'allais dire 76, non, je serais plus creusé. Ouais, clairement. 79 points. Alors j'ai eu 6 et j'ai eu 7 et j'ai choisi finalement le 7 en photo parce que le 6 j'ai pas eu le temps de le prendre. La balance, elle s'arrête un peu trop rapidement, j'ai pas le temps de voir la photo. Donc, je suis entre 6 et 7, on va dire, allez, 79,65, allez, pour te faire une moyenne. Donc, ça avance bien, c'est parfait là-dessus. Clairement. J'ai pas autant de plaques sur la presse ni sur le hack, mais ça bouge bien, donc c'est parfait. On n'a pas les mêmes presses ni les mêmes hacks aussi, hein. Mais j'ai des meilleures presses et j'ai un meilleur hack, donc Ouais, du coup, ça clairement, va. clairement. Et du coup, ça va la fatigue? Ça commence pas encore à taper? Eh ben, honnêtement, je suis assez content sur ça parce que je ressens pas du tout la fatigue, mais avec mon poids continue de descendre. Là, Hmm. demain, j'ai du coup un high day à 500 le dimanche.
Donc ça va le faire bien, il n'y aura pas trop de Ouais. soucis. J'ai eu 700 grammes il y a quelques jours là. C'était redescendu après que je sois tombé malade là, post-meet-up. Mais non, non, niveau fatigue, non. Au contraire, je suis beaucoup plus productif et j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que en mettant dans un body fat très bas, alors après il y a une question de calories aussi, mais en mettant dans un body fat très bas, je suis beaucoup plus productif au quotidien parce que je pense que c'est dans mes gènes et j'ai l'habitude depuis quand j'étais très très jeune d'être extrêmement sec, extrêmement sec. Ok. Et je pense que mon corps s'est simplement habitué à ça. Et il y a des personnes comme ça qui vont dire oui, moi je suis pas fait pour être haut en body fat. Et pour le coup, c'est mon cas. Alors, au fur et à mesure, si, oui, mais je suis pas trop fait pour être très, très haut en body fat. J'ai tendance à me sentir mieux avec un body fat plus bas, même si la progression est quand même meilleure avec un body fat plus haut. Donc, pour l'instant, fatigue, non. J'ai encore de la marge avant plus ou moins le prochain show. Ça avance correctement, on sera prêt à temps. Et pour l'instant, simplement, je suis le process. Je fais des super nuits. J'ai pas trop à manger avant d'aller au lit, donc c'est assez facile de manger aussi, de dormir plutôt. Non, c'est placé intelligemment. Je suis super occupé la journée, heureusement. Et puis, bah, travail pour être occupé aussi. Mais voilà, donc du coup, Hmm. c'est assez facile pour l'instant. Et ça glisse, donc c'est tant mieux pour ça. Ok. Top. Top. Parce que ouais, T'aurais pu ça fait quoi? réfléchir? Ah, c'est bon, nickel. Ça fait Donc 8 ouais, pour kilos là? l'instant, Huit merci neuf d'avoir posé kilos? la question. Pour le coup, effectivement, il y a même la question qui est déjà revenue, etc. Mais pour l'instant, on est dans le moment où on est sur le physique commence à bien looker, mais c'est pas encore super épique. Je commence à sortir gentiment le posing trunks, mais en même temps, c'est pas non plus super shred. Mais ouais, c'est bien. Franchement, ça se passe bien. Top. Top. On va pouvoir commencer le sujet du podcast en question. 100%. Qui, On va pouvoir commencer. qui est du coup le sujet dont vous voulez aborder sur ce podcast-là, c'était en soi une jet flexible vs une jet fixe. Quel est le mieux, ou alors pour qui, et pourquoi, comment aussi la mettre en place, les inconvénients et les bienfaits. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, que vous soyez coaché ou que vous décidez on va dire, de vous coacher, on va dire, seul. Vous aurez toujours un peu cette problématique au début lorsque vous faites votre plan de savoir si vous allez mettre plutôt un plan fixe en place ou plutôt fonctionner sur une jet flexible. Ça peut aussi varier en fonction des périodes et des envies. Et c'est un sujet qui bah, nous touche aussi nous. Moi, je sais que j'ai toujours fonctionné sur les jets flexibles, même si, je le dis toujours, ma jet flexible n'est jamais vraiment si flexible que ça et je mange tout le temps les mêmes aliments, quasiment les mêmes nombres de repas. Je fonctionne 95% du temps, tout le temps, avec 5 repas par jour. J'ai tout le temps les mêmes sources de carbs qui doivent varier entre 5 sources de carbs qui fonctionnent. C'est les pommes de terre, les flocons d'avoine, la crème de riz, le riz et les galettes de riz, quoi. Et je pense que j'ai absolument que ça en termes de sources de carbs principales. Et c'est pareil pour les protéines, pareil pour les lipides. Donc je suis sur une diète flexible parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, que ça a toujours très bien marché pour moi et que j'aime bien avoir quand même un peu de flexibilité et de variété. Toi, je sais que bah, c'était pas forcément le cas et je crois que depuis 2-3 ans, tu es sur une diète qui est fixe, ou en tout cas que tu t'es imposé une diète fixe. Je crois pas que ce soit forcément AJ qui te l'ait mis en place. Non, ouais, non, effectivement, j'ai toujours fonctionné avec une diète par macro, donc j'ai les macros et je place. Je fonctionne comme ça parce qu'en fait, effectivement, mes sources de carbs sont plus ou moins les mêmes. Et au final, tu te rends compte quand tu avances dans le process que même si la diète elle est flexible, il y a quelques années en arrière, on entendait encore que c'était pas forcément bien Hmm, parce que c'est pas adapté à tout le monde et les gens vont remplacer du coup leurs protéines par les protéines qu'on peut trouver dans le chocolat, tu vois, ou leurs lipides par que du chocolat. Je hmm, pense il peut y avoir une part de vérité chez certaines personnes, mais la plupart du temps, tout le monde on a bien compris maintenant que toutes les calories, on peut dire ce qu'on veut, ne se valent pas. Les calories de patates douces et les calories que tu peux avoir dans un Big Mac, par exemple, ça ira une fois si vraiment tu remplaces parce que, je sais pas, t'es au macro genre en près et tu avais autoroute. envie de te faire un repas en extérieur, tu vois. Mais sur le long terme, tu te rendras compte par toi-même, même si tu essayes, que ta digestion sera pourrie, ta peau sans doute sera pourrie également, tes entraînements seront pourris, ta progression, on n'en parle même pas. Enfin bref, un peu tout ce qui est important pour un bodybuilder. Donc je pense qu'effectivement, on a jamais vraiment de diète 100% fixe.
Et en même temps, est-ce que quand tu changes juste tes légumes de temps en temps, tu peux appeler ça flexible? Je pense pas. Moi, ça va être flexible dans le sens où soit ça va être des fois des haricots, soit ça va être des fois des brocolis, soit ça va être des fois des courgettes, enfin des légumes verts en général. Donc, est-ce que vraiment c'est une grosse différence? Je vais avoir de l'ananas, des fois ça va être de la framboise. Ouais, Parce qu'ici, du coup, il y a de l'ananas congelé, ça fait un plaisir fou de pouvoir en manger. Mais sinon, en règle générale, c'est simple, surtout actuellement, parce que déjà, j'ai mon plan, je ne me prends pas la tête. Ça monte pas, ça descend pas. Ça me permet aussi, moi, de me dire, OK, j'ai ça à manger et c'est tout. Même si j'ai plus faim, même si j'ai moins faim, même si j'ai quoi que ce soit, c'est stratégique aussi. Donc, actuellement, je fonctionne comme ça, avec une diète qui, j'estime, est flexible dans du fixe, on va dire ça comme ça. Mais en règle générale, mes sources de protéines vont rester les mêmes. Le seul point, effectivement, ça va être le saumon qui va être qu'une fois par semaine et le reste du temps, ça va être des crevettes quand c'est un jour off, par exemple. Tu vois, donc on peut appeler ça de la flexibilité. Allez, parce qu'effectivement, on peut dire ça comme ça. Il va y avoir des fois le gras qui va être de l'huile d'olive, et sinon ça va être de l'avocat sur d'autres jours. Enfin bref, en soi, ça reste assez flexible. Mais dans le règle générale, j'essaie d'avoir de bons aliments en quantité raisonnable, parce que pareil, avoir trop d'un aliment, c'est pas forcément top non plus. Et c'est souvent ce qui peut être des fois compliqué et moins bon pour une diète fixe. Le riz, c'est très bien, mais le riz à trop grande quantité et tout le temps, ça contient de plus en plus d'arsenic et du coup, si c'est pas forcément bien lavé ou si tu manges que ça, bah, ça reste des métaux lourds. Donc c'est pareil, le saumon, c'est un très bon aliment, mais à haute dose, ça tue, clairement. pareil. C'est Mm. très, très dangereux. Donc ça peut être bien de varier, mais je comprends effectivement qu'il y a à des moments où tu dois manger tellement de glucides que c'est compliqué de ne pas avoir de riz. Tu vois, quand tu commences à monter dans les 400-500 grammes de carbs, avoir des patates douces, ça va demander tellement de volume que ça va être plus contre-productif que productif parce qu'en fait, c'est juste simplement, tu vas saturer très rapidement ta digestion alors que tu es censé manger 2 heures après. Donc, je pense que dans ce cas-là, pour garder une part de flexibilité, ce serait bien d'avoir peut-être plus de repas, plus étalés et se dire, OK, bah, vas-y, je vais avoir un pancake avec de la crème de riz et des patates douces, que ça, tu gardes quand même l'aspect patates douces qui reste très bien, qui reste vraiment un très bon aliment. Un repas avec du riz. Et tu peux peut-être avoir un autre repas avec de la patate douce parce que du coup, tu as réduit un petit peu, tu as plus de repas, tu vois, et tu reviens avec du riz, mais ça t'évite d'avoir des grosses, grosses quantités de riz. Donc ça peut être aussi très intéressant. Mais pour revenir vraiment sur le sujet de la diète qui est fixe, euh, j'ai quasiment toujours fonctionné avec une diète qui est fixe. J'ai eu un passage diète flexible où je cherchais vraiment à faire ma diète au fur et à mesure, au jour le jour, tu vois, mais tu t'en rends vite Ouais, compte au bout d'un moment que c'est pas viable au niveau de tes courses, c'est pas viable au niveau de tes placards, parce que des fois tu veux faire un truc mais finalement il n'y a plus, c'est pas viable au niveau du travail en général, parce que ça te prend un temps monstre d'ouvrir MyFitnessPal, de vérifier comment il te reste, de vérifier si t'en as encore dans les placards, de changer finalement, ah bah j'ai pas assez de pommes de terre, faut que je mette un peu de riz, etc. Ça prend un temps monstre, et quand tu veux, déjà quand tu as quand même pas mal de travail, encore plus de coaching online et des clients, et que la priorité c'est bien sûr les bilans et les clients en général, tu peux pas te permettre de perdre du temps sur des trucs aussi bêtes qui t'apporteront sans doute moins que quelque chose qui est fixe, qui te prendra moins de temps et qui en plus de ça sera sans doute moins stressant. Et même budgétement pas enfin bref, en question de budget, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, d'aller faire tes courses, de savoir exactement ce que tu as besoin. Typiquement, mes courses à tout casser, elles me prennent 1 heure une fois, 1 heure, et encore, entre 45 minutes et 1 heure une fois par semaine, et on n'en parle plus pour le reste de la semaine. Et si ouais. vraiment il y a un moment dans le congèle plus de trucs et j'ai pas de place, je retourne vite, ça me prend 10 minutes à tout casser. Donc en vrai, c'est vraiment quelque chose qui est futile, mais pour autant, je fais gaffe à ce que je mange, tu vois. Donc ça, c'est normal, ça, on le sait. Mais je pense qu'il y a une question de temps et voilà, c'est pas pour autant que j'ai une diète qui est fixe, donc du coup, tout est prêt à l'avance. J'essaye quand même de me laisser le temps de cuire au moment même, donc pas en avance mon pré-workout, pas en avance mon dernier repas, parce que j'ai tendance à préférer justement le riz quand il est frais, le poulet quand il est frais, tu vois, que cuit quelques heures en avance. Peut-être c'est une erreur, je pourrais gagner plus de temps, mais actuellement, j'ai pas l'impression d'en perdre. Et j'adhère énormément du coup à mon plan, ce qui est très important. Et ça me permet aussi de tenir. Donc je pense que c'est l'essentiel. Rien à voir avec la jet fixe, mais déjà, je pense que pour les personnes qui peuvent se permettre de faire à manger et de pas avoir de tube, je trouve que c'est toujours bien dans la journée d'avoir un moment où tu coupes un peu, où tu vas faire à manger, parce que tu sais que quand tu vas faire à manger, c'est peut-être un des seuls moments de la journée où t'es pas avec ton téléphone, où t'as pas un stimulus à côté, tu te concentres à faire une tâche principale qui est faire à manger. Et c'est toujours bien, enfin, je veux dire, au maximum, tu vas avoir 5 repas dans la journée ou 5 6 repas. Enfin, ouais.
Même pas, t'en as 4 qui prennent du temps, 3 qui prennent du temps. Donc même pas, ça prend 15 minutes si tu fais des choses simples. Moi, je trouve que actuellement, ben, en tant que coach en ligne, on peut se permettre de ben, faire à manger depuis chez nous, etc. On n'est pas forcément tout le temps en déplacement avec nos tubes, etc. Moi, je sais que j'aime bien quand même prendre le moment où peut-être tu vas mettre une vidéo, peut-être que tu vas écouter Faire un un podcast. podcast. Ouais, c'est Ouais. ça. Et ça va couper 10-15 minutes. Après, tu vas te remettre au travail. Mais ces 10-15 minutes, si tu sors ton tube et que tu enchaînes direct, à quel point tu vas être productif, etc. Bon, ça n'a rien à voir, il a jet flexible ou jet fixe, parce que dans tous les cas, dans les deux, tu peux faire tes tubes à l'avance ou non. Mais je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et pour revenir sur la diète flexible, donner un peu mon avis là-dessus, je sais que ben, en 2026, je pense que j'ai commencé à compter mes calories vers 2018, du coup quand j'avais 17 ans. Et je me rappelle à ce moment-là, je pense que... Alors c'est peut-être parce que j'avais un peu cette sphère sur Insta qui ne me bombardait que de ce contenu-là, mais je trouvais qu'en 2018, 2019, même 2020, il y avait vraiment une sorte de propagande pour la diète flexible qui était absolument énorme. Et actuellement, Ça vient de beaucoup Lucas, moins. ça. Ça vient Ouais, de je Lucas sais Gus. pas. C'est lui qui a Ouais, popularisé le IQ Feature Macro. il y a moyen, mais je sais que Lucas, je le suivais, mais de très loin. Très très loin. Je devais regarder une vidéo YouTube, j'étais même pas abonné à Ok. lui. C'était l'algorithme qui me Bah, balançait alors, les vidéos. lui, il l'a popularisé en France, mais ça vient depuis bien avant Ouais. d'Amérique et d'Angleterre. Lui a fait que Hmm. reprendre ce qui vient de Ouais, l'Angleterre au clairement, c'est final et toujours comme d'Amérique. ça, de toute façon. Ouais. Mais ouais, du coup, moi, j'étais passé sur une jet flexible parce que forcément, bah, tu commences à te renseigner sur la nutrition, tu commences à savoir un peu comment compter tes calories. T'as beaucoup de personnes qui te disent, bah, vas-y, utilise une jet flexible, c'est super, c'est intuitif, etc. Donc, tu passes sur une jet flexible. Je me rappelle que sur les premières années, les premiers mois, peut-être pas la première année au total, mais première semaine, premier mois, bah, du coup, je perdais énormément de temps à savoir quoi cuisiner parce que je voulais absolument faire des plats de fou tous les jours. Je me rappelle, je remplissais mon MyFitnessPal limite 2 jours à l'avance et je savais en mode qu'est-ce que je vais manger demain ou après et après-demain exactement, etc. Et du coup, je perdais un temps fou. En plus, c'était pendant les vacances d'été, donc j'étais étudiant, j'avais que ça à faire. Et c'était aussi énormément la mode du jet flexible, mais pas forcément à utiliser de la bonne des manières, où il y avait énormément ce truc 80-20 qui se transformait rapidement en 60-40, où beaucoup d'influenceurs, influenceuses ben, mangeaient des Ben Jerry's, mais disaient ouais, jet flexible, ça rentre dans le 80-20, C'est vrai. des Kinder Bueno, etc. Gardez tout pour le soir. Ouais, il y avait ça vraiment où ça faisait des énormes porridge ou des énormes trucs brownies blondie. Je sais plus ce que tu sais, c'est les sortes de brownies avec les sortes de poils. Tu vois, tu fais un brownie directement dans une poêle et tu manges dans la poêle. Ça a un nom. Il y a des gens qui sauront sur. Ok, ok, j'ai pas le nom comme ça, parce que je crois un brookie, c'est un mélange d'un brownie et d'un cookie, alors je sais pas où. Ouais, je crois que ça s'appelle Skilled quelque chose, ou je sais plus Ok. exactement. Bref, et je me rappelle, je voyais se passer ce genre de choses tout le temps, donc forcément t'es influencé par ce que tu fais, et je me faisais aussi des énormes porridge, des trucs absolument dingues le soir. Euh, Et je trouve que c'est beaucoup moins le cas actuellement, là, 2026. Alors, ce que je me posais la question, c'est est-ce que c'est moins le cas ou est-ce que c'est mon environnement qui a changé? Et du coup, ben, depuis, on va dire, 4 ans, je suis beaucoup plus axé body. Et du coup, ben, encore une fois, je vois les choses que j'ai envie de voir et que je consomme. Du coup, ben, forcément, plus tu rentres dans l'aspect body, plus tu es sur quelque chose de vraiment carré, axé performance, où tu vas arrêter de manger des Ben Jerry's et manger des brownies le soir. Et du coup, ben, est-ce que la jet flexible est un peu moins à la mode ou est-ce que la jet fixe c'est un peu plus à la mode? Mais j'ai quand même l'impression que depuis ces dernières années, la jet fixe, j'en vois de plus en plus. Et des personnes qui étaient adeptes de jet flexible, etc. Je trouve que ouais, la jet fixe, c'est de plus en plus la mode. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Ben, la praticité, mais aussi je pense aussi qu'on est arrivé sur une ère, on va dire, où on veut tellement être productif qu'un peu ce que tu disais par rapport au travail, la jet fixe, ça va te permettre de arrêter de penser à ce que tu veux manger le lendemain, te faire gagner du temps au niveau des courses, te faire gagner de l'argent au niveau des courses, te faire gagner également du temps sur ta journée, hein, parce que tu sais exactement ce que tu vas manger, tu te poses pas de questions, etc. Donc je le vois aussi comme quelque chose qui te permettra d'être plus productif et
une ère où ben, tout le monde veut être productif, tout le monde veut cocher ses cases dans la journée, je trouve que la jet fixe, ça te permet aussi d'être à la fin de la journée et te dire, ben voilà, j'ai coché toutes mes cases de la journée, j'ai mangé tous mes repas, j'ai mangé exactement ce que je devais manger, j'ai bu mon eau, j'ai pris mes compléments, etc. Donc je trouve qu'il y a aussi ça, tu sais, où il y a beaucoup de modes de morning routine ou machin, toutes les routines de se coucher, toutes les routines pour se réveiller. Et je pense que ça fait aussi partie de ça un peu. La jet fixe, le fait d'avoir un cadre, le fait de se tenir, le fait d'avoir de la discipline. Et bah, actuellement, je sais pas, depuis 4-5 ans, depuis que vraiment le fitness et la musculation à proprement parler a pris vraiment le pas sur les réseaux, je pense qu'aussi ça a joué au fait que la jet fixe actuellement est encore plus devenue à la mode et les gens commencent un peu à se détourner de les cheats, la jet flexible, vouloir manger des choses qui sortent de leur objectif et il y a de plus en plus de gens qui sont focus dans leur objectif et jugent que par ça et donc la jet fixe fait partie un peu de tout ce lot de l'ère hyper productive et pas du tout d'une mauvaise manière. Je pense que c'est une très bonne chose sur ça. Je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi et Si, du coup, si, est-ce que c'est... je pense qu'il y a pas mal de choses que tu as bien résumées sur le fait effectivement de la productivité, mais je pense qu'il n'y a pas que ça parce que on est un peu dans un petit monde et autour de nous, il y a effectivement beaucoup de coachs, etc. Mais il n'y a pas tellement de gens qui sont vraiment sur la productivité parce que beaucoup juste font leur journée et s'en fichent un peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant, ce qu'on a beaucoup et ce qui a beaucoup été mis en avant, c'est le fait que, comme je t'expliquais, une calorie ne vaut pas une autre calorie. Et les gens, ils commencent à comprendre aussi l'importance des Hmm. aliments en général, de faire gaffe à ce que tu manges, de faire Yes, gaffe à comment tu le digères, de faire gaffe à comment ce sera assimilé, de faire gaffe la à ce que ça santé, fera etc. pour ta productivité, du coup, mais plutôt à l'entraînement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui a été mis en avant et c'est une très bonne chose parce que je pense que c'est important de se rendre compte aussi que le plus gros investissement sur la santé que tu peux faire, c'est pas tes compléments alimentaires, c'est pas de vivre à la campagne pour éviter de respirer du gaz ou des trucs comme ça, c'est surtout ce que tu manges. Parce que c'est ça justement que tu vas avoir sur le très 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 long terme. Si tu passes 80 ans de ta vie à manger de la merde, ce sera 80 ans d'accumulation de repas de merde. Ouais, Et si clairement. tu fais gaffe assez rapidement, ce sera déjà très intéressant. Quand on sait que au bout de, on va dire, tes premières années de vie sont très importantes, donc en gros, ce que tes parents t'éduquent et ce que tes parents te donnent à manger peut déjà par la suite éduquer ta digestion, ta qualité de peau, ta prise de muscle et en général ton microbiote intestinal. Donc, ce qui permettra à ta digestion meilleure et des assimilations. Ça se joue vraiment vraiment le début de ta vie, entre les 5 et 10 premières années. Donc ça veut dire que si tu commences très jeune directement avec ton Nesquik, avec ton lait et tes céréales dès le matin, tu as de fortes chances que pour inverser la tendance par la suite, ce sera très compliqué, voire même c'est limite trop Hmm. tard. Alors après, Et tu encore, peux c'est faire gentil gaffe et quand même. tout. Le Nesquik et le lait, Ouais, c'est gentil, hein. Il y a pire, hein. ouais. Bah, je sais pas, voilà, moi je suis peut-être dans cette génération, mais Nesquik lait avec des fruits aussi, des trucs comme ça, c'était le truc un peu Ouais, le truc de de base base. le matin qui faisait le gros pic d'insuline. Et après, tu avais la dalle à 10 heures comme pas possible et il fallait encore attendre 2 heures pour manger. Donc c'était un peu ce truc-là. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'est comme tu as pu dire, les gens font super gaffe. Et il y a aussi le fait que la diète flexible, je pense que c'est quelque chose qui doit être essayé quand tu commences, comme tu disais, parce qu'en fait, il faut voir aussi qu'est-ce qui te plaît ou non en termes d'aliments. Si tu commences directement avec une diète fixe, tu risques de pas forcément réussir à la tenir parce que tu te dis, non mais attends, là je suis dans un univers où ok, je veux progresser, mais je veux pas non plus que ça me demande trop d'efforts. Et des fois, quand tu as une diète qui est fixe, tu as l'impression que ça demande plus d'efforts que du flexible, mais tu te rends compte par la suite qu'en fait c'est tout l'inverse. Une diète fixe te rendra beaucoup moins d'efforts. Donc il y a beaucoup de diètes flexibles parce que c'était à la mode et je pense qu'au début, tout le monde a envie un petit peu d'essayer Hmm. et de se dire, OK, je vais voir un peu ce qui me plaît, etc. Je vais essayer de faire rentrer, on a tous fait, tu vois, le McDo dans mes calories, etc. Ça, c'est un truc que tu fais au début, mais quand tu as une diète qui est fixe, tu le fais même plus au final, ça, vraiment rentrer ces calories dedans. Simplement, ce que tu vas faire, c'est, OK, tu sais il te reste 1400 calories, bon, tu vas estimer plus ou moins de faire passer un truc, tu vois. Et je pense que ça, déjà, premièrement, mentalement, c'est mieux qu'une diète, justement, qui est flexible ou justement, tu te rends compte par toi-même sur les chiffres qu'en fait ça rentre pas, etc. Tu as explosé ci, tu as explosé ça. C'est mieux justement de se dire, ok, tu es conscient de ce que tu veux faire, tu te laisses de la place pour ça et tu fais en sorte de le placer, tu vois. Moi, c'est ce que je. Alors, c'est pas ce que je fais actuellement, ce que je peux plus faire, mais c'est ce que je faisais il y a encore avant la prep, etc. Tu vois, plus ou moins un repas en extérieur par semaine. Je me laissais de la marge pour ça.
Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie du process, doit faire partie du process. Et c'est ce que je dis souvent aussi à des clients qui se posent des questions sur un report en extérieur, etc. C'est leur dire, la prep, elle va arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses. Tu as l'impression que tu as le temps, mais en vérité, 2 ans de hors-saison ou 1 an et demi de hors-saison, ça passe extrêmement vite. Et quand tu arrives en prep et que tu te dis, eh merde, mais pourquoi j'ai pas profité de la Mm. pizza? Alors, sans exagérer, juste réussir à la faire passer une fois par semaine, t'as potentiellement 12 mois de hors-saison, ça fait 52 semaines, ça te laisse l'opportunité une fois par semaine de goûter des tas de trucs et des fois même de rien faire, tu vois. Donc en gros, c'est vraiment, je pense que il y a, ça va convenir à certaines personnes, ça va convenir un peu moins à d'autres. On n'a pas forcément, parce qu'on change les légumes, ça veut pas forcément dire qu'on est super flexible, mais il faut voir juste le flexible dans le bon sens. Si par contre tu es sur une diète qui est flexible, mais que c'est limite en fait une diète qui est fixe, juste simplement bah, tu joues un peu sur les macros ou tu as tendance à mais t'as plus faim le matin, tu sais que t'as tes calories sur la journée, tu vas la respecter, mais t'as plus faim le matin, tu vas manger plus et un peu moins le soir. Il y a un peu cet aspect-là. Si la diète flexible, elle est utilisée intelligemment, en gardant toujours les principes de l'entraînement doit être le plus important de ta journée, donc l'avant, pendant et l'après doit être la majorité de tes calories de la journée. Sauf si vraiment t'en as énormément et dans ce cas-là, bon, t'es un peu plus tranquille, mais dans tous les cas, ce sera quand même le cas. C'est OK. Si par contre le flexible, c'est genre, OK, là j'ai beaucoup plus faim, donc vas-y, je blinde ça, je regarde ce qui me reste à la fin de la journée et j'optimise comme ça. Faut pas s'étonner de manquer de muscles, manquer d'énergie, pas réussir à réussir correctement aussi à s'entraîner, bien sûr, etc. Et je pense que ça, c'est un gros point. Et le point avec la diète fixe aussi qui est bien, c'est que tes repas sont définis, donc tes quantités sont définies. Donc indirectement, ta quantité d'hydratation sera définie également. Parce que plus tu vas manger, plus tu auras envie de boire, potentiellement. Ou moins, ça dépend des personnes. Mais alors que si tes calories sont plus ou moins les mêmes, ben, indirectement, tu vas aussi plus ou moins boire la même chose. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je pense pas que c'est une science infuse, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est un peu de la broscience, mais c'est quelque chose ouais, que j'ai remarqué. Et ça t'évitera aussi de faire ça. Parce que du coup, si t'envoies tout ou tu te laisses une grande partie sans manger, la plupart des gens, ils ont du mal à boire s'ils mangent pas. Ce qui est bête, mais Mm. au final, c'est souvent ça, ou avant ou après. Donc du coup, tu te risques de te retrouver à manquer énormément de calories, manquer d'hydratation, tout rattraper à la fin de la journée et rattraper plein de calories à la fin de la journée, rattraper plein d'hydratation à la fin de la journée. Je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Donc sur le long terme, effectivement, il y a adhérence et surtout, fiabilité, tu vois, à quel point c'est fiable justement ce fait d'être sûr de ce que tu manges, etc. Ou non. Mais il faut aussi savoir amener, comme je disais, de la diversité dans ta diète fixe parce que c'est ce qui peut causer après souvent les problèmes de digestion et souvent les bodybuilders qui mangent la même chose, dès qu'ils arrivent sur un repas de Noël, c'est la digestion qui est beaucoup plus compliquée. Tu, Clairement. tu digères beaucoup moins bien, tu pètes aussi beaucoup plus, et tu vois, ce genre de truc-là. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a un manque de diversité, et d'un seul coup, t'envoies tout ça. Donc en fait, la diversité, ça peut venir de trucs tout bêtes, tu vois. Des patates douces, des pommes de terre, du riz, changer tout ça, mais varier un petit peu, ça peut déjà réussir à amener, et même dans la même journée, réussir à avoir des patates douces, de la crème de riz, de l'avoine et du riz, ça amène déjà de la diversité pour ton microbiote et ça reste déjà une bonne chose, tu vois. Et bien sûr, ne pas Mm. négliger aussi tout ce qui est légumes et tout ce qui est fruits. Je pense que maintenant, actuellement, les gens qui nous écoutent, on n'a pas une audience qui a 10 ans, tu vois, ou 8 ans. Donc je pense que si quelqu'un dit j'aime pas les légumes, je mange pas de légumes, bon, faut grandir un petit peu, tu vois, et puis au bout d'un moment, il Se faut forcer aussi. ouais, se forcer. Et puis même, en vrai de vrai, quand tu mélanges avec ton riz, etc., tu sales bien. Franchement, ça a même plus vraiment, vraiment de goût. Ou alors, au pire, tu sélectionnes des légumes que t'aimes bien, tu vois. Mais avec la diversité qu'il y a, honnêtement, je fais même plus vraiment gaffe au goût au final. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et la diète flexible, je pense que c'est quelque chose que j'aime quand même mettre de la diversité dans les plans sur des nouvelles personnes qui, notamment des personnes, c'est pas forcément des débutants, mais on va dire des débutants sur le tracking des macros, parce que des fois tu vois des personnes qui ont des super niveaux, mais qui te disent, non, j'ai jamais traqué mes calories, tu vois, et tu te dis, bon, tiens, comment c'est possible que le mec il ait ce niveau, on n'est jamais traqué ses calories, mais bah, parce qu'il était en surplus calorique pendant quasiment toute sa depuis qu'il va à la salle, tu vois. Donc forcément, bon, peut-être qu'il est un peu plus fat que d'une personne qui aurait traqué, mais au niveau de la masse musculaire, bah, il en a fait parce que tout simplement, il a passé 4-5 ans sans traquer, certes, pas forcément avec les meilleures sources d'alimentation, certes, mais il était en surplus calorique. Sur des personnes comme ça, j'aime quand même, et je pense que c'est une bonne chose de placer de la flexibilité dans la diète ça dépend aussi ce qu'il veut, mais même s'il le veut pas directement, avoir quand même un peu de flexibilité. Pas
que toute la diète soit forcément flexible, mais que certains repas soient un peu flexibles, que certains aliments soient un peu flexibles. Par exemple, sur une diète à 5 6 repas, bah, tu vas mettre un repas où tu vas lui mettre les quantités, par exemple, de portions de protéines qu'il doit manger, portions de légumes, portions de féculents, et potentiellement portions Yes. de fromage ou de fruits. Et ensuite, tu lui donnes une table d'équivalence où tu lui dis, bah vas-y, avec ça, tu utilises MyFitnessPal et tu colles aux calories des féculents, des glucides, etc. Parce que je trouve que c'est quand même, notamment pour des personnes qui sont pas averties bah, simplement à la nutrition, de savoir exactement qu'est-ce qui apporte quoi, euh, d'où tu vas sortir une source de carbs, qu'est-ce qui va t'amener des protéines, qu'est-ce qui va t'amener du fat, les aliments composés comme les oléagineux, j'ai oublié, les fèves, mais c'est un mot, tout ce qui est pois chiches, petits pois, c'est une catégorie, j'ai oublié mon mot. Euh, Et le... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. j'ai plus mon mot, bref, je vais pas le Ouais. retrouver, je le sais, donc savoir avoir une idée de la nutrition. Je sais que le fait d'avoir m'être dispersé d'un peu partout directement quand j'ai découvert la nutrition, que j'ai commencé à avoir une diète flexible, ça m'a permis de découvrir énormément d'aliments, de découvrir énormément de sources d'aliments, de savoir exactement qu'est-ce qui va m'apporter quoi, comment composer mon assiette pour qu'elle soit, on va dire, équilibré, même si équilibré, ça veut rien dire, mais collé à mes macros, collé à mes glucides, collé à mes protéines, etc. Et actuellement, et je pense que c'est le même cas pour toi, on te cite un aliment, si c'est pas un aliment qui est farfelu, comme ça, tu as les calories quasiment au 100 grammes près. Ou peut-être tu es à 2 3 calories au 100 grammes près, mais tu l'as, tu vois, tu me cites n'importe quel aliment, je sais te dire à 100 grammes près combien il y a de calories. Et au final, je sais... et au final, c'est ça qui te permet aussi d'être averti et plus tu seras éduqué sur un sujet, au mieux tu auras une bonne visibilité, t'auras pas une mauvaise vision de la nourriture, etc. Parce que tu sauras comment la balancer, tu sauras quel choix alimentaire intelligent faire lorsque par exemple tu seras hors de ta routine, en déplacement, etc. Donc je trouve que c'est quand même toujours intéressant de savoir avoir de la flexibilité sur sa diète, de savoir quoi échanger. Imaginons que tu es chez toi, tu veux faire du riz, tu plus de riz. Ok, bah, savoir ben, que tu peux le remplacer par une autre source de, de, Bonne de, de équivalence, ouais. glucides. Ouais, ça. Et pas envoyer directement un message à ton coach, j'ai plus de poulet, comment je le fais, je veux plus manger ce soir, tu vois. Bah, potentiellement, tu as du thon chez toi, tu as des œufs, t'as de la whey, etc. Tu pourras toujours balancer. Donc, avoir ce semblant de flexibilité pour des personnes qui n'ont jamais traqué leurs calories, moi, je trouve ça super bien. Maintenant, bien sûr, comme j'ai pu te le dire, la diète flexible, ça peut être à double tranchant. Et je pense que je réfléchissais à ça hier soir sur la diète flexible. En fait, si tu dois la comparer à quelque chose, en fait, toi, tu es un peintre, t'as un pinceau. Ta jet, c'est tes couleurs. Tu as 3 couleurs primaires. Tu vas avoir le rouge, le bleu et le vert. C'est tes couleurs primaires. À partir de ça et ton pinceau, tu fais absolument n'importe quoi. Ton rouge, ça peut être tes protéines. Ton bleu, ça peut être tes lipides. Et ton vert, ça peut être tes glucides. À partir de ces 3 couleurs, tu peux faire absolument n'importe quoi. Tu peux faire la Joconde avec un pinceau, comme tu peux faire un tag ou un truc absolument immonde. Ça dépend simplement comment tu utilises tes couleurs. Ça dépend comment tu utilises ton pinceau. Tu peux faire des œuvres d'art avec une gel flexible et tu peux faire absolument n'importe quoi. Et une jet fixe, au contraire, tu vois, je sais pas le mot exactement, mais je vais appeler ça mandala, mais je crois que c'est tu sais, les trucs que tu faisais quand tu étais au primaire ou enfin, pas au Avec le collège compas, quand même. non? Avec le Non, compas, genre tu vas en- jusqu'à un... ça, je pense que c'est les mandalas. Moi, je Ouais. parle tu sais, c'est les dessins à trous. Où, imaginons, tu devais résoudre une addition, et si ça faisait 3 bah, si tu devais mettre du vert. Si ça faisait 4 tu devais Ok, mettre du ok, rouge. ok. Tu vois un peu? Et au final, le dessin, il était Ça remonte à très loin, à ça, mais très ouais, je longtemps, pense. ouais. Et à partir de ça, tu savais exactement quel dessin t'allais faire. Tu avais juste à remplir les couleurs. Ben, la Jetfix, c'est un peu ça aussi. Tu sais exactement ce que tu as mangé à quel repas. Tu as juste à compléter. Mais au final, ton dessin, il sera prédéfini. Donc, ce sera toujours la même chose. Tu n'auras pas forcément de liberté ou de créativité autour. Ton dessin sera prédéfini. Avec une gel flexible, tu peux changer ton dessin, tu peux faire des choses mieux, tu peux faire des choses moins bien. Encore une fois, tout dépend de ce que tu fais, de ce que tu as entre les mains. C'est un peu comme tout. Simplement, la jet flexible te permettra d'avoir cette liberté que n'a pas la jet fixe, de pouvoir aussi essayer des choses. Ben voilà, encore une fois, avec la métaphore du pinceau, tu peux essayer, tu peux tenter des choses, tu peux faire mieux, tu peux faire moins bien. Ça te permet d'apprendre, ça te permet d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances que tu n'aurais pas sur une jet fixe avec des aliments et des repas imposés et voilà, un dessin, on va dire, imposé à la fin. Euh, Maintenant, je pense que la jet fixe pour un compétiteur sera quand même toujours quelque chose de mieux, qu'elle soit
pas on va dire imposé, je dis imposé, mais c'est pas vraiment le mot, mais imposé par ton coach ou imposé par toi-même, en comptant que tant que ta diète est cohérente, bah, tu peux très bien la faire on va dire en collaboration avec ton coach. Dire, voilà, moi j'ai mis ça sur mon repas, sur mes repas, j'ai cette fréquence, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que j'ai des choses à changer, etc. Mais je pense que pour un compétiteur, plus tu approcheras d'une phase de déficit ou plus bah, forcément tes fluctuations pourraient être problématiques en termes d'échéance, etc. et de temps, tu n'as plus de temps à perdre, plus ça sera important d'avoir quelque chose de hyper fixe pour être sûr de, certain, de ne pas faire de mauvais choix, soit parce que tu es pris par le temps, soit parce que tu es pris par les émotions, etc. Ne pas perdre de temps, mais sur des offs, je trouve que c'est super important aussi d'être flexible. Après, la jet fixe, a quand même ses limites, dans le sens où ben, si tu es en déplacement et que tu ne sais pas gérer une jet flexible, tu n'es pas chez toi, tu dois manger à l'extérieur, comment tu fais? Tu vois, je vois beaucoup de personnes qui sont en panique parce qu'ils ont toujours eu que des jets fixes. Et ben ce soir, je suis invité par des amis où j'ai un repas avec le travail. Ben, je peux pas suivre ma jet fixe, donc je fais quoi? Je mange plus mes repas de la journée. Quel repas je mange pas? Qu'est-ce que je remplace par quoi? Et au final, ça crée beaucoup d'anxiété. Et ça peut aussi créer, alors, des troubles du comportement alimentaire, c'est un grand mot, mais ça peut surtout en fait juste créer de la panique et te dire, ok, bah du coup, je ne sais pas comment faire pour gérer les repas à l'extérieur, je ne vais plus manger des repas à l'extérieur. Et je n'irai plus dehors parce que je ne sais pas faire. Alors que c'est pour ça que pour moi, la diète flexible est toujours quand même quelque chose que tu dois savoir utiliser. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite coupure dans le podcast, déjà dans un premier temps pour vous remercier de l'engagement que vous avez sur le podcast, que ce soit Spotify ou YouTube. J'espère que le podcast vous plaît et j'espère que le sujet vous plaît. Je vous fais également une petite aparté ici pour vous dire que si vous êtes intéressé de travailler avec nous, que ce soit travailler avec Florian ou travailler avec moi-même, que ce soit pour une prise de masse, que ce soit pour une sèche ou que ce soit pour une préparation de compétition pour 2027-2028 ou voire plus loin, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram, soit en DM, soit via nos liens et nos formulaires personnels ou directement sur le compte de la Team Flow Coaching. À très vite. Gel flexible sera toujours assez intéressant pour avoir cette éducation, j'ai envie de te dire, à la nutrition qu'on n'a pas dans les écoles, qu'on n'a pas avec, on va dire, l'éducation nationale actuellement encore. Parce que c'est vraiment le rôle de l'éducation nationale, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais ça permet quand même d'être éduqué sur ça et de savoir gérer toute situation. Maintenant, de plus en plus, quand tu avances dans le budget, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une jet fixe et, comme tu le disais, avoir un peu de flexibilité sur ses choix de légumes, potentiellement sur ses choix de lipides, etc. Mais comme toute chose, en fait, où tu seras assisté, je sais pas, j'ai pas trouvé de métaphore encore où vraiment c'est les métaphores toutes con, tu vois, quand tu joues aux jeux vidéo et que tu as l'assistance automatique sur le tir, et ben tu sais que potentiellement tu seras pas forcément si performant que ça, que si tu l'enlevais. Bah, c'est comme tout en fait, dans la vie, si t'es assisté, tu sais que tu pourras faire les choses bien et ça sera plus facile, mais potentiellement si tu enlèves cette assistance-là, ça peut être dans tout milieu et que tu pousses et que tu vraiment tu t'éduques, t'apprends, potentiellement tu pourrais être plus performant. Bah, c'est un peu pareil que la jet fixe. Maintenant, je sais que j'ai toujours fonctionné en jet flexible, mais par exemple, quand on va passer en prep, eh ben, je vais passer vraiment en jet fixe, potentiellement fait par toi, pour pas que j'ai aucun choix qui soit vraiment fait on va dire par moi, dans le sens où je veux vraiment entrer dans une ère de hyper productivité, ne pas me poser de questions par rapport à la nourriture, ne pas faire de choix, on va dire émotionnels par rapport à ma nourriture et ne pas avoir de problème pendant la prep. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et se dire aussi potentiellement, voilà, j'étais tout le temps en off, tout le temps en jet flexible pendant mes 3 ans de off. J'arrive en prep. Maintenant, j'ai une jet fixe. Ça permet aussi, en tout cas selon moi et ma vision des choses, de te mettre dedans encore plus. De dire, ok, là c'est maintenant. Là maintenant, il faut que je sois productif. J'ai pas le droit à l'erreur. Je dois vraiment cocher mes cases. Je dois vraiment être un robot. Et je vais ne pas me laisser le choix de rater. Moi, je sais que ça me permet aussi voilà, de passer un cap et se dire, voilà, là, c'est le début de la prep, on passe en jet fixe. Et je pense que pour beaucoup de personnes aussi, des fois, quand ils sont en cut, ben, et je le vois sur mes clients, ils me demandent plus des jets fixes quand ils sont en cut, plus des jets flexibles quand ils sont en bulk, parce que ben, forcément, plus tu auras de calories, plus potentiellement tu pourras te permettre d'aller chercher à faire des repas à l'extérieur. Et ben, forcément, ben, c'est plus facile de faire des repas à l'extérieur, comme j'ai dit, quand tu es en jet flexible. Pour finir, ouais, ce que je dirais, déjà, le mot que tu cherchais, c'était légumineuse. Exactement. Et effectivement, pour moi il existe, on peut dire il existe en gros trois diètes. Tu as la diète qui est fixe, tu as la diète qui est flexible,
et tu as la diète qui est fixe dans la flexibilité. Donc en gros, ça veut dire que ce qui peut être intéressant, Inception. c'est tu as une diète en gros qui est, tu as tes macros, et moi, c'est des choses que je peux donner aussi pour les personnes qui ont l'habitude, mais qui veulent être certains de avoir ce qu'il faut. C'est-à-dire que je vais placer les repas, donc repas un, repas 2, repas 3, repas 4, repas 5. Et dire, OK, ce repas un, il est loin de l'entraînement, donc c'est pas, entre guillemets, le plus important. C'est pas, on va se concentrer, voilà, il est important, mais tu vois, comparé au truc. Donc, pour être sûr que tu aies tout ce qu'il faut, en gros, je vais te placer les glucides, les protéines et les lipides. Et toi, du coup, via ton alimentation, ce que tu as l'habitude de manger, tu vas pouvoir faire Oui, justement ton alimentation suite à ça. Donc, OK, tu as 10 grammes de lipides, OK, bah, soit tu balances 10 grammes d'huile d'olive, soit tu mets 5 grammes d'olive, un chocolat noir, un peu d'avocat, etc. Voilà. Et le but à la fin, par contre, c'est pas d'y aller YOLO et de faire un peu tout n'importe quoi, c'est quand même d'avoir un rendu, tu vois. une OK, du structure. coup, à quoi ressemble ta diète? Mais ça peut être intéressant pour les personnes justement qui veulent avoir, qui sont enfin, qui sont quand même avancées, mais qui veulent quand même garder ce cadre d'être guidées. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, OK, je prends un coaching et je veux qu'il soit rentabilisé à 100%. Donc, je veux que ma diète, elle soit vraiment, nickel et tout, je veux Carré, que je ouais. sais ce que manger, l'entraînement, je veux tout savoir, etc. Et il y a des personnes qui vont prendre un coaching, qui vont le rentabiliser à 100%, mais différemment. C'est-à-dire que, OK, la prog, elle est comme ça. Si jamais il y a un souci sur une machine, ils vont pas t'envoyer un message pour te dire, OK, bah, le leg extension, il est cassé, qu'est-ce que je fais? Ils vont le faire par eux-mêmes, ils vont réussir à trouver quelque chose. Et tu vois, ils vont pas aller faire une chaise presse à la place ou quoi. Et un peu la même chose pour la diète. C'est-à-dire que, OK, bon, bah, j'ai pas de patate douce, bah, vas-y, je le remplace, je le fais de mon côté, etc. Ça changera rien pour un repas. Et souvent, c'est ce qui marche un petit peu le mieux. Donc, pour moi, il y a ces trois diètes-là. Laquelle sera la plus intéressante? Ça dépendra de chaque personne. Effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que plus tu vas avancer dans un process qui est important, comme avancer dans la phase de masse, comme avancer dans une phase de sèche de prep, ce sera intéressant et important d'avoir une diète qui est fixe. Pourquoi? Parce que plus tu vas avancer dans une phase de masse, plus tu vas avoir besoin de faire gaffe à ta digestion, à tes calories et à tes repas pour réussir à manger tout sur la journée. Donc plus ça va être intéressant de dire, OK, j'ai pas faim ici, mais j'ai mes 800 calories à manger, je les mange. Parce que si je les mange pas, j'en ai 1006 sur le prochain repas, plus les 800, imaginons, ou les 2000, etc. Ça va être beaucoup trop et ça va être hardcore. Et pour la digestion, ça va être de la merde. Pour l'assimilation, ça va sans doute être de la merde aussi. Et pour ton entraînement, est-ce que tu vas te garder dans le bide? Ça va être de la merde. D'un côté. Et du coup, l'autre extrême de la sèche, c'est exactement la même chose. C'est OK, j'ai 1600 sur la journée, mais là, j'ai grave faim. Vas-y, j'envoie 1000 sur ce repas-là, il me reste que 600. Bah ouais, mais c'est dommage. Du coup, tu as beaucoup moins pour ton entraînement. Ta synthèse protéique, elle sera aussi merdique parce que si tu t'arrêtes de manger pendant un certain moment, bah, du coup, l'assimilation des protéines et simplement le fait de garder du muscle, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est très intéressant. Donc, pour moi, je pense que je penserais plus du côté de la diète qui est fixe parce que c'est beaucoup plus simple. C'est surtout quand tu as un mode de vie où effectivement, bah, tu as ton job, tu as ton entraînement. Et ensuite, il faut trouver du temps aussi également pour ta famille, tu vois, ta copine, tes amis, ton copain, bref, peu importe. Euh, c'est important justement d'avoir cet aspect-là de diète parce que tu auras juste à te concentrer sur l'essentiel, manger, dormir, te reposer, passer du temps avec ta famille, progresser. Simple, efficace. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais effectivement, la diète flexible, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça n'empêche pas des fois de le faire. Ça empêche pas des fois, tu vois, là actuellement, j'ai mes macros, et Jay me dit, ok, bah vas-y, on passe à 500 grammes de carbs, etc. Ça m'oblige à aller sur MyFitnessPal, ça m'oblige à refaire ma diète, etc. Mais je sais de toute façon que je pars de la base que j'avais et j'augmente juste intelligemment. Et pour une personne, Clairement. effectivement, qui a pas cette notion-là, qui se dit, ok, 500 grammes de carbs, je vais partir en vrille, je sais pas comment les placer, ça peut être intéressant de lui préfère une diète. Je dis pas faire vraiment complètement avec les aliments, mais il préfère, comme je te disais. Donc, ce que je dirais, le cousin un peu de la diète fixe et de la diète flexible, tu vois, la diète qui est fixe par flexibilité, en gros. Voilà, je trouve ça intéressant et ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte. Maintenant, ça dépendra Totalement de chaque d'accord. personne. Je pense que c'est intéressant de tester une diète flexible. Est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas? Est-ce que ça te fait perdre du temps, est-ce que ça te fait pas perdre du temps? Est-ce que ça te fait sortir de ta routine ou non? Parce que tu peux très bien avoir effectivement le if you fit your macro, mais ça va être en mode, ok, ma diète elle est fixe, mais là, ah merde, j'ai pas acheté assez de poulet, qu'est-ce qui me reste dans le frigo? Ok, il me reste des blancs d'œufs, il me reste de l'œuf, il me reste de la viande hachée. Ok, bon bah je sais déjà que je vais devoir adapter un peu sur le reste de la journée, mettre un peu moins de lipides pour remplacer, Hmm. etc. Voilà, c'est ça. Tu vois, dans ce cas-là, je pense que c'est important d'avoir cet aspect-là. Et comme tu disais sur le coaching, il y a cet aspect assistance qui est importante sur les retours, sur ce que tu dois mettre en place sur la routine, sur tout ça. Mais ce sera donc ça ne veut pas dire arrêter le coaching parce que tu as besoin d'assistance.
ce que tu disais avec le tir, c'est plutôt à quel point justement cette aide que tu as, elle te rendra plus fort. Et ça sera sans doute, tu vas sans doute devenir beaucoup plus fort quand tu vas te libérer de le stress à l'entraînement, le stress avec la diète, juste avoir le cadre vraiment qui te fait que ok, tu fais de retour à ton coach, on monte, on descend, ok, j'adapte, etc. Cette assistance-là est très importante. Et par contre, avoir une flexibilité et être un peu moins stressé sur la diète, c'est aussi vraiment un bon point. Totalement, totalement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour sur C'était un très bon le épisode, ouais, sujet. 100%. Clairement, je pense que ça aura aidé pas mal de personnes. Pour des personnes qui voudraient soit se lancer dans du coaching avec Florian, avec moi-même, et qui ne sauraient pas comment on fonctionne sur les diètes. On met tout type de diète en place, tant qu'elles vous apportent des résultats, tant qu'elles vous permettent de progresser et vous permettent également d'adhérer sur le long terme. Ce qui sera toujours l'essentiel et toujours notre vision des choses, pouvoir travailler avec des personnes sur du long terme, donc pouvoir faire en sorte que ces personnes aiment leur processus, peu importe les processus qu'on met en place, et on peut changer les jets à ce moment-là, ou même si des personnes veulent simplement commencer la musculation ou commencer vraiment à mettre un plan de jet de leur côté en place, vous avez notre avis sur le sujet. On a reçu également des questions via on va dire la boîte à questions qu'on a pu mettre chacun de notre côté sur Insta. Donc, on va pouvoir répondre rapidement à ces questions-là. Merci encore une fois de laisser les questions sur Insta quand on en met. Vous pouvez toujours, on en met tout le temps, de façon de manière générale, les veilles de podcast. Donc, pour vous donner une idée à peu près, toutes les 2 semaines, les vendredis. Je laisse on laisse les boîtes à questions à peu près toute la journée, ce qui vous laisse le temps d'y répondre. On va sélectionner du coup une question chacun. De mon côté, j'ai sélectionné une question, mais je pense que potentiellement, la tienne, on peut commencer et finir par la mienne. Ça peut être comme tu veux. C'est comme tu veux. On a un podcast qui, voilà, la tienne, effectivement, je pense qu'on pourra y répondre. Ouais, j'avais une question qui était intéressante, effectivement, sur le best gym à moins de 3 heures de vol de Paris. Et j'ai fait un petit peu dans ma tête une sélection, 3 heures de effectivement, en vol, comptant un c'est petit peu énorme. tous les points. 3 heures, c'est énorme de Déjà, vol. alors je suis pas sûr que c'est à chaque fois à 3 heures de vol de Paris, mais déjà si je descends du coup vers le sud, tu pourras trouver du coup le Body Project Gym qui se trouve à Saint-Jacques-de-Compostelle en Oh, Espagne. C'est un des meilleurs gyms qu'il y a en Espagne, j'en ai pas d'autres en tête. Si tu vas au Portugal, évidemment, tu as Mister Big Evolution, tu as Blackout qui est pas loin de Lisbonne. Et t'as une flopée encore de gyms qui sont genre des espèces de petites caves et tout, mais avec du très bon matos qui sont très proches de chez moi. T'as Iron Baby Club et d'autres noms que j'ai oubliés, mais qui sont des bijoux de Cybex, de trucs comme ça cachés un peu et tout. Iron Studio également club, qui est un peu plus haut, qui appartient aussi à une marque de vêtements d'ailleurs. Euh, Si tu vas vers l'Allemagne, t'en as sans doute, mais je les ai pas en tête. Je crois que t'as ah mais t'as la salle Evo qui se trouve à, je sais plus où elle se trouve, qui organise l'Evo classique aussi là où il va souvent cubique. En Allemagne t'as ça. En Suisse t'as Elevate Gym ils en ont trois maintenant, mais il y a à Lausanne qui est pas trop hmm, mal. À Paris même t'as Bodyland qui est pas mal. Il y a du Prime, c'est c'est vraiment pas très très mal. bien. T'as le RBC Workout qui reste une très bonne salle aussi, pas se mentir, c'est très bien aussi. Exactement. Euh, T'as T'as, des... t'as toute l'Angleterre. Hein? À 3 heures de vol, t'as absolument toute l'Angleterre aussi. Ouais, après t'as toute l'Angleterre, t'as tout ce qui est Ultraflex, t'as la salle à Manchester, t'en as même certaines qui se trouvent aussi en Écosse. En Suisse, je l'ai dit. Si tu remontes encore, après tu as du coup le Strength House Gym à Bruges, qui est une salle monstrueuse Oui, carrément. équipée en prime, rouge, etc. C'est une très grosse Hmm. salle aussi. Euh, et je crois que c'est un peu tout. Après, je sais pas exactement Après, tu peux aller à à 3 heures, Autriche, etc. Je suis Vienne, pas sûr, par etc. exemple, que Budapest, c'est à moins de 3 heures de vol de Paris, je crois pas. Mais tu as sinon le Citec Gym qui est à Budapest, qui est pas mal aussi. En fait, bah, du coup, bah, pour le coup, j'aurais allé Budapest vu qu'on est censé y aller avec match pour les championnats du monde. Ouais, bien sûr. Alors, en théorie, oui, à vol d'oiseau, c'est à 3 heures de Paris, mais vu que c'est hyper mal desservi. Quoique non, Budapest, ça allait en fait. Non, non, Budapest, c'est Ouais, une heure Budapest, c'est cinquante. bien, c'est une grande ville, c'est connu, Non, ouais. c'est Bratislava qui est absolument. Tu mets 8 heures, tu mets Ouais, entre ouais, 4 et ouais, 8 heures c'est parce ça. que y a pas de vol direct. Non, mais Budapest, ouais, c'est clairement. C'est clairement, ouais, c'est clairement dans les 3 heures. Après, dans les 3 heures, à partir de Paris, t'as quasiment tout l'Europe, hein.
Donc, Mais en justement, Europe, c'est ça. Je suis en train de me mettre une carte juste devant moi pour être sûr que j'ai rien oublié. Mais franchement, honnêtement, ouais, t'as le après, Death Gym. Madrid, t'as pas grand-chose. Barcelone, t'as pas grand-chose. Euh, Après, mais c'est pas à Palma. T'as une bonne salle aussi, mais elle est pas à Palma. En France, j'en ai sans doute oublié, mais c'est ce qui me vient. Monaco, t'as rien de spécial, je crois. La Suisse, t'as rien. Je crois que c'est Stuttgart, le Evo en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Ou à Hambourg. En bref, je sais plus. T'as sans doute de bonnes salles aussi au Danemark, mais je les ai pas comme ça en tête, même à Copenhague et tout, parce que je sais qu'ils sont très Très orientés beau là-bas gym. maintenant sur le bodybuilding et ils ont de très bonnes salles. Mais après, effectivement, clairement, t'as tout l'Angleterre. Donc, tous les Ultraflex, la salle à Manchester qui est pas mal aussi, les Hippie Jungle qui sont de très bonnes salles aussi. Donc, en fait, t'as une flopée de salles à moins de 3 heures. C'est pas Ouais. impossible de trouver. Ça dépend juste le budget que t'as et où tu veux aller et ce qui est le moins cher après pour y passer du temps. Mais franchement, honnêtement, en Europe, on est plutôt bien servi. La France, c'est un peu compliqué malheureusement. Mais en Europe, on est plutôt bien servi. Et même, t'as même pas besoin de te faire chier à prendre un vol, hein. Paris, tu prends l'Eurostar, tu arrives à Londres. Londres, tu as un Ultraflex qui vient d'ouvrir maintenant avec du Prime et le tout nouveau Axe Squad Prime en plus que j'ai jamais pu tester, que j'aimerais bien tester. Donc en fait, ça va très très vite aussi. T'as pas besoin de t'embêter, hein. Ça va très très Ouais. vite. Et je crois que c'est quoi? C'est 1 heure et demie ou 45 minutes l'Eurostar à Londres, hein. Tu y es vite, hein. Ouais. Après, bon, faut loger à Londres, mais ça, c'est un autre sujet. Hmm. Ouais. Après, faut aller à Londres, ça me suffit. Ça. Ok pour la question. Moi, la question que je voulais traiter, c'était comment estimez-vous qu'un coaché est prêt pour commencer une prep pour une compétition. Euh, pour ma part, la plupart des personnes que j'amène sur scène, et ça sera toujours le but, c'est de les avoir pas simplement que pour une prep en fait. Donc les avoir sur du long terme, avoir déjà pu faire un déficit avec eux potentiellement, une phase de masse, un autre déficit, une autre phase de masse, etc. Et donc vraiment de les garder au moins, j'avais dire au moins 6 mois avant de commencer une prep. Donc vraiment faire du chemin avec eux, travailler avec eux, savoir comment ils évoluent physiquement. Également, chaque personne est différente, donc comment elle réagit à différents types de stimulus, de motivation également, parce que bah, certaines personnes préféreront qu'on leur dise frontalement les choses, d'autres avoir un peu plus d'encouragement, etc. Et en fait, tout ça, ça va jouer énormément sur une prep où la personne est à fleur de peau, etc. Donc, tu dois savoir exactement comment ton client réagit, comment ton client fonctionne et bah, la manière de penser de ton client. Donc, en fait, le processus même d'avoir travaillé ensemble pendant X temps, voire même X années, va t'amener à forcément le rendre prêt, en fait. C'est toi, le taf que tu auras fait en amont, qui va le rendre prêt. Alors, la personne peut déjà être prête ou non. La plupart du temps, en réalité, très peu de personnes sur des premières prep sont déjà prêts à encaisser une prep parce que beaucoup de personnes sous-estiment l'implication qu'il faut avoir et la motivation et les sacrifices que tu vas devoir mener sur une prep. Donc souvent, personne n'est réellement prêt à faire une prep. Or, compétiteur qui en a déjà fait ou voilà, qui sait comment gérer ça. Mais sur des premières preps, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ça sera à toi de lui faire comprendre pendant tout le off, pendant toutes les phases de déficit, que voilà, ça en prep, ça va se passer de cette manière-là. Il va se passer ça, il faudra être prêt sur ça. Tu vas devoir penser à ça, organiser ça, faire potentiellement des concessions sur ça. Et aussi, on va dire, tout ce que tu vas lui inculquer, tout ce que tu vas lui apprendre, tout ce que tu vas lui transmettre en termes de passion, en termes de gestion de son quotidien, en termes d'entraînement, en termes de nutrition, doit être mis en place également pour lui permettre d'encaisser et lui permettre d'être prêt avant une prep. Et souvent, lorsque tu fais commencer une prep à un client, tu sais que tu as fait le taf avant et tu sais qu'il va tenir. Et malheureusement, ça arrive que certaines personnes stoppent leur prep durant, parce que encore une fois, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est compliqué et Ça fait c'est partie du jeu, vraiment, 100%. ouais, Ça fait c'est partie du ça. jeu. C'est comme tout au final, c'est comme tout processus qui est dur. Il y a des échecs, il y a des personnes qui ne se voient pas au final continuer dans ce processus-là parce qu'il est hardcore et c'est normal. Mais la plupart du temps, si tu as eu le temps de coacher pendant assez longtemps, en fait, tu as déjà eu le temps de le conditionner. Ouais, c'est vraiment le mot, de le conditionner à être prêt. Et donc, quand tu le lances, tu te poses pas la question. Tu sais qu'il a été prêt. Et si potentiellement tu vois qu'il n'est pas encore prêt, bah, t'en discutes avec lui et bah, tu lui mets un off-saison de 1 an encore. Et tu vois comment ça évolue. Et tu vois l'an prochain, bah, est-ce que mentalement, au niveau de son environnement,
potentiellement également au niveau de sa shape. Est-ce que bah, il est plus prêt? Est-ce qu'il a moins de doutes? Parce que souvent, les personnes qui doutent beaucoup et qui tiennent pas une prep, c'est parce que derrière, ils sont pas sûrs de faire un résultat ou d'avoir le résultat qu'ils veulent. Du coup, bah, c'est sûr que sur la balance, ça va peser. Si tu te donnes et que tu es un zombie pour un résultat que tu penses ne même pas avoir, forcément, tu vas lâcher. Alors que si tu as fait un très un très bon taf auparavant, que tu l'amènes prêt, que toi, tu sais qu'il va avoir un résultat, que lui, il sait qu'il va avoir un résultat, ou en tout cas, il sait qu'il va être fier de son résultat à lui, et ben en fait, ça va aller tout droit parce qu'il sera toujours drivé par cette envie de performer, cette envie de se rendre fier et cette envie de faire les choses pour quelque chose au final, et on le fait tous pour quelque chose. Donc simplement, tu sais que tu amènes ton athlète prêt sur scène, ou en tout cas qu'il est prêt à monter sur scène quand tu as fait du bon taf en amont, et c'est pour ça que commencer un coaching dans simplement, voilà, voilà, un mec me contacte et me dit, je veux faire une prep pour 2026, la saison B. Ce sera jamais la meilleure des solutions parce que je te connais pas vraiment, je ne sais pas vraiment comment tu fonctionnes et j'aurai jamais assez de data pour l'amener à bien, si peut-être, mais l'amener aussi bien que si je t'avais connu depuis un an, c'est jamais le cas. Je sais pas si tu vois les choses différemment. Je suis d'accord avec le conditionnement, ça c'est normal quand effectivement tu as quelqu'un qui décide de faire une prep, c'est tout le avant qui est important, donc ça veut dire l'apprendre à vérifier qu'il se donne sur les entraînements, parce que s'il sera donné sur les entraînements, il se devra se donner après par la suite, être sûr qu'il ait son plan, lui faire comprendre à quel point c'est important justement de suivre un plan et d'avoir une bonne routine, et ne pas avoir peur des fois au final, pas d'échouer, mais d'envoyer quelqu'un en prep, mais que le gars arrive, la plupart du temps, c'est pas. Enfin, normalement, effectivement, c'est pas toujours de la faute du coach, c'est la personne qui veut arrêter, à moins qu'effectivement, c'est le coach qui a une façon de faire qui est pas éthique et qui, en fait, ne donne pas de vision. Mais c'est pour ça aussi que c'est important pour l'athlète de bosser avec le coach pendant un moment parce que tu peux te rendre compte déjà en phase de masse un petit peu de l'implication qu'a le coach. S'il est impliqué durant la phase de masse, il sera sans doute encore plus impliqué durant la phase de prep parce que c'est bien évidemment beaucoup plus important. Si durant la phase de prep, il peut mettre déjà des journées entières à te répondre, faut pas s'attendre à ce que pendant la phase de prep, ce soit il aille plus vite parce que quel serait son intérêt s'il est sur son téléphone à répondre à quelqu'un qui est en prep, il va te répondre à toi aussi si tu es en phase de masse, tu vois. Donc il y a déjà ça. Le point important pour moi, pour savoir déjà qu'un athlète est prêt, c'est que la vision que tu dois avoir, c'est du côté de l'athlète, c'est pas ta vision. Ça veut dire que ton objectif en tant que coach, c'est pas à tout prix amener quelqu'un le plus rapidement sur scène pour avoir des résultats. C'est la santé de l'athlète est bien plus important que les résultats personnels que tu peux avoir. Parce que euh, détruire la santé d'un athlète, ça t'apportera rien de plus. Un, une mauvaise réputation, bien sûr, et aussi, bah, l'athlète, il risque d'arrêter. Donc, il faut toujours penser à ça. Un athlète, il peut être prêt, mais c'est à toi aussi, en tant que coach, de vérifier si c'est vrai. Si la personne, elle a concouru, par exemple, en... euh, imaginons, je sais pas, sa saison s'est finie en février 2025 et que tu renvoies déjà la personne en prep en septembre 2025 par exemple ou même tu vois au début d'année etc. Dans la plupart Clairement. des cas, c'est souvent trop tôt, ou alors c'est que la personne était vraiment pas du tout sèche, et dans ce cas-là, ça a quasiment rien fait. Mais la plupart tu vois, donc en gros, c'est comme si limite à être sur scène en étant en phase de masse, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est quand même assez rare. Je pense qu'il y a aussi cette partie-là, donc il y a cette partie aussi un petit peu de d'ego qui doit être mis de côté en tant que coach et savoir dire à la personne, non, non, clairement, t'es pas prêt. Et si la personne part et va vers un autre coach, bah, ce sera la responsabilité de l'autre coach si jamais il se passe quelque chose. Mais je pense que c'est important aussi de savoir dire non. Et avant tout, un coach, ça doit être la santé de l'athlète avant tout. Ok, il y a la progression, bien sûr, mais la santé aussi est très importante. Et à quel point, effectivement, amener une personne en compétition peut être justement contre-productif pour sa santé. Donc, indirectement, ben, pas du tout servir les intérêts ni du coach, ni de la personne, parce que tu arriveras beaucoup moins facilement à la faire réagir à un déficit calorique parce que les hormones sont complètement fucked up. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, et ce que j'aime bien, c'est ce que tu disais, une vision long terme. L'avantage avec une vision long terme, et qu'une personne qui, par exemple, veut concourir en 2027 et commence un coaching en 2025, déjà, c'est les datas. À quel point tu peux prendre justement des datas. Et les datas, c'est super important. Parce que si tu Clairement. peux remonter en arrière sur 104 semaines et voir qu'à 2800 calories, il perdait du poids et que maintenant à 2800, bah, en fait, il en perd encore plus, bah, tu peux être sûr qu'il y a de la progression qui est faite.
T'as le suivi photo, t'as le suivi tout ça, t'as la mentalité aussi de l'athlète, parce qu'en l'espace d'un an et demi, bah, il a pu se passer plein de choses. Il a pu quitter sa copine, ou elle a pu quitter son copain, et finalement, bah, en fait, tu te rends compte que mentalement, ça l'a impacté. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est des choses qui peuvent impacter en phase de prep si jamais la personne se met avec quelqu'un, ou que dès qu'il se passe quelque chose au boulot, bah, elle n'arrive pas à tenir son plan. Si ça arrive en l'espace d'un an, ça arrivera sans doute encore pendant la prep. Donc ça, c'est intéressant. Et un point aussi qui est très intéressant, c'est que tu peux t'assurer que tu lui as ajouté du muscle, que tu as accès là où il fallait, que les mouvements sont déjà bien, que la personne sait s'entraîner correctement en phase de masse, donc saura s'entraîner également en phase de prep. Et point aussi qui est bien, c'est que tu as pu mettre en place potentiellement un déficit au début pour l'amener dans une bonne condition. Et tu as pu mettre également en place une phase de mini-cut. Et une phase de mini-cut, c'est hard. C'est vrai. Alors, ça dépend, mais ça fait que ça peut quand même être hard et ça peut donner de la faim quand même. Ça peut durer 10, 12 semaines. Il y a des personnes, ce sera plus simple, des personnes, ce sera plus difficile. Si la personne n'est déjà pas capable de tenir une mini-cut et qu'au moins de problème, elle craque, ça va être compliqué quand tu auras le double, voire le Ouais. triple à faire en phase de prep, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est des datas à prendre en compte et le rôle d'un coach, c'est savoir être patient. Même si tu te dis, OK, là, il faut vraiment que j'amène quelqu'un sur scène parce que je veux coacher des gens, etc. Donc, je vais l'amener le plus vite possible en 2026. Mais si en fait, elle aurait été mieux en 2027, tu aurais eu des meilleurs résultats. Ça t'aurait sans doute amené plus de résultats, plus de visibilité et tu aurais sans doute coaché potentiellement beaucoup plus d'athlètes et de gens sur scène. Donc, je pense qu'il y a aussi le coach a un rôle très, très important et dans tout ça, 100%. Ouais. Et juste simplement pour finir ça, encore une fois, le fait d'avoir assez de temps avec un athlète avant de lancer en prep, ça permet aussi d'en créer une super grosse confiance entre Ouais, athlète-coach. ouais. Et ça reste pour moi le plus important. Si tu as confiance en ton coach et que le coach a confiance en son athlète, les choix que tu vas pouvoir mettre en place pour lui, ben lui, il va savoir que c'est les bons, qui sont faits intelligemment et que ben, tout simplement, il va avoir confiance au processus. Et la pire des choses, quand t'es en prep, c'est de douter en fait des choix de ton coach. Est-ce qu'il fait vraiment ça parce qu'il sait ce qu'il fait, ou est-ce qu'il fait un peu au hasard, il teste des choses, etc. Si t'as confiance parce que tu as vu que sur un an et quelques, ou même plus, il t'a amené des résultats et qu'il a su adapter à chaque phase de mini-cut, de bulk, etc. Et que tu as eu les résultats qui te plaisaient. C'est pour ça qu'au final, tu t'es lancé en prep avec lui. Ta prep, c'est tout droit et la confiance, ça fait tout dans une collaboration, que ce soit coaching ou autre, une collaboration humaine. Donc, ça permet d'apporter énormément de confiance et la confiance, c'est ce qui fait tout en body et surtout quand tu es assez faible, finalement. Je suis d'accord. Donc, voilà pour ça, pour les questions qu'on a pu sélectionner pour le podcast. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je le répète à chaque podcast, mais c'est important de le faire, hein, parce que ben, déjà, vous n'êtes pas forcément tous les mêmes à écouter les podcasts. Et puis, c'est toujours important pour nous. Donc, merci à chaque fois de répondre présent quand on poste les podcasts, que ce soit sur Spotify aussi, et que ce soit sur YouTube, en fonction de où est-ce que vous écoutez slash regardez le podcast. Merci de laisser des commentaires également sous les podcasts, de mettre un pouce j'aime sur YouTube et de mettre les 5 étoiles sur Spotify. Merci pour le soutien, merci pour les questions sur Instagram. Comme d'habitude, si vous voulez nous suivre, on a nos chaînes YouTube personnelles et nos Instagram personnels. Donc FloPTR sur Instagram et sur YouTube, Florentin GRC sur YouTube et Florentin.tf sur Instagram. Vous pouvez venir nous suivre sur les deux plateformes si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous ne nous suivez pas encore pour ben, voir un peu nos contenus, avoir des conseils sur le bodybuilding, avoir également un peu nos visions là-dessus et nos quotidiens également sur YouTube, nous soutenir sur nos différentes phases, la prep de Florian, ma future prep et bah, tout simplement tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut vous apporter dans le domaine. Merci encore. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et simplement voilà, je vous souhaite bah, le meilleur encore une fois des débuts d'année 2026. Faites en sorte que cette année soit la meilleure pour vous, soit pour vos projets perso et également pour vos projets physiques. Et tout simplement, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.